suis Paolo Tomassini, doctorant en archéologie romaine ici, sous la direction de Marco Cavalieri. Et je vais vous parler de mon sujet de thèse, comme tout le monde ici, qui pourra vous sembler un peu réducteur. On a vu des corpus, des bases de données, des sujets très vastes. Moi, je m'occupe d'un édifice, un seul édifice, de la ville d'Ostie, près de Rome. Et bon, ça peut vous sembler très peu pour un sujet de thèse de doctorat, mais en réalité, on va essayer de voir, je vais vous montrer que d'un seul édifice, on peut tirer une quantité énorme d'informations. Et donc, c'est cette étude approfondie de ce Caseggiato delle Taberne Finestrate. Il n'a pas été traduit en français, mais c'est l'édifice des tabernes à fenêtres, si vous voulez. Et c'est de cette étude dont je vais vous parler. Déjà, Ostie, parce que tout le monde peut-être ne connaît pas Ostie. Ostie est le port de Rome. Bon, les images sont un peu petites. Donc, on est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, sur la mer. C'est un endroit stratégique parce qu'il se trouve à l'embouchure du Tibre, qui coule encore aujourd'hui. Il s'est un peu déplacé et la mer s'est déplacée aussi, mais disons c'était une ville commerciale, mais très, très importante du point de vue politique, économique, mais aussi pour son développement urbanistique. C'est une ville qui naît, selon la légende, sous le roi Ancus Marcius qui l'aurait fondée. Les premières traces archéologiques remontent au IVe siècle avant Jésus-Christ et aura une durée de vie assez longue parce que l'occupation de la ville est attestée jusqu'à la fin du Ve siècle. C'est un cas d'étude exceptionnel. C'est un des parcs archéologiques les plus grands, les plus importants d'Italie et du monde, parce qu'on a une ville conservée pratiquement dans son entièreté. Il y a 34 hectares qui ont été fouillés plus ou moins, et qui, contrairement à Pompéi, qui sont des exemples tout aussi exceptionnels, l'avantage d'Ostie, c'est qu'elle a justement cette longue durée de vie, et qui permet d'apprécier le développement de l'architecture romaine, mais aussi de la conception des villes, sur plusieurs siècles, et donc sur toute l'Antiquité romaine. Mon édifice, dans son petit coin, peut apporter beaucoup d'informations, et pour l'étude, pour le développement de la ville en soi, pour connaître comment un quartier qui est, bon, on voit vraiment très peu, mais disons c'est un quartier très important de la ville au sud-ouest, parce que c'est un quartier qui s'est développé après la création des murs sous le consulat de Cicéron à l'époque républicaine, donc très tôt dans l'histoire de la ville, et qui se développera jusqu'à la fin. Il sera habité et aura de grandes phases de vie et d'occupation. Et cet édifice, c'est un édifice commercial, juste des tabernes, des petites boutiques, donc rien de bien intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dessous de cet édifice, ils ont trouvé des fouilles dans les années 70, des petits sondages, ont trouvé des traces d'une domus, d'une maison patricienne très riche comme celle de Pompéi, justement que vous connaissez tous avec l'atrium, le péristyle. Et c'est très intéressant à Ostie parce qu'on connaît très peu d'attestations de cette époque-ci. Pourquoi ? Parce que la ville a subi au IIe siècle après Jésus-Christ un boom économique très important suite à la construction du port de Trajan. L'empereur Trajan, vous connaissez, il a construit cet énorme port, ce bassin un peu au nord de la ville, et la ville change complètement d'aspect. Elle devient une ville commerciale et non plus simplement portuaire ou résidentielle, une ville de plaisance pour les riches romains. Et donc on rase toute la ville et on la reconstruit en plus grand, en mieux, avec de grands buildings, de grands édifices. Et donc cet édifice-ci est important parce qu'il constitue une des rares traces de cette période plus reculée de la ville. Et donc, voilà, comment traiter ce genre d'informations. Pour ces vieilles fouilles, tout est sous terre, on ne voit plus rien aujourd'hui. Donc ça m'a permis, j'ai pu, disons, ce cas d'étude est intéressant parce que j'ai condensé, disons, tout ce qu'un archéologue peut faire sur le terrain en 300 mètres carrés, ce qui n'est pas très grand. Pourquoi ? Parce que j'ai les fouilles, donc ce qui est sous-sol, et donc j'ai pu faire une analyse, une étude des structures sous-sol avec une étude de la stratigraphie, une étude des différentes couches archéologiques, du matériel qui a été trouvé au cours de ces fouilles, donc de la céramique, de la peinture, on y reviendra, et donc des études d'archives, puisque c'est ça qu'il s'agit, je n'ai plus rien qui est visible aujourd'hui. Et j'ai aussi toute la partie hors sol, qui a occupé une grande partie quand même de mon travail, parce qu'on a des murs, vous verrez les photos sur le poster, jusqu'à 5 mètres de haut, qui s'est très bien conservé. Des murs d'un édifice qui a vécu pendant 5 siècles, et donc qui n'a pas resté tel quel à partir du IIe siècle jusqu'à la fin du Ve, mais il a subi des évolutions, des transformations. Et donc une grosse partie de mon travail a été d'identifier ces transformations, de les dater,
grâce au matériel archéologique issu des fouilles, principalement la céramique, et ou à partir des estampilles, disons, trouvées dans les briques, etc. Il y a toute une série de stratagèmes ou des relations entre les murs. Il y a toute cette étude du bâti qui a dû être faite, qui est très intéressante parce qu'elle n'a pas souvent été faite à Ostie. Parce que Ostie est très grande, mais très peu étudiée en réalité. Parce que les 3/4 de ce qu'on voit aujourd'hui a été fouillé pendant les années 30, sous Mussolini, qui voulait offrir... il y avait l'exposition universelle de 1942 qui aurait dû s'organiser à Rome. Il voulait offrir, bon, l'exposition n'a pas eu lieu à cause de la guerre, malheureusement, et il voulait offrir aux spectateurs une ville antique. Et donc il établit un contrat pour fouiller toute la ville en 300 jours. Donc vous vous rendez compte de ce que c'est. Et c'est 3 équipes d'ouvriers, de chaque fois de 20 ouvriers, qui, avec la pelle, simplement, et la pioche à la main, fouillent toute l'entièreté de la ville. Vous comprenez que très peu a été les archéologues, il y avait 2 archéologues qui suivaient le chantier. Donc voilà, les faits parlent d'eux-mêmes. Et donc à voir aujourd'hui, plus de 70 ans après la fouille de ces édifices, avoir une étude complète archéologique qui se base sur les méthodes modernes de l'archéologie tout court et de l'archéologie du bâti notamment, c'est un point en plus, c'est une démarche qu'il faudrait adopter un peu partout dans la ville. Et donc en ça aussi, étudier ce tout petit édifice c'est intéressant, mais c'est pour établir un canevas, une méthodologie qu'on pourra appliquer par la suite à tous les édifices de la ville, si on est très motivé et qu'on a beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire étudier ce bâtiment, plus concrètement, parce que je pars dans des propos un peu difficiles peut-être pour ceux qui ne sont pas dedans, mais c'est étudier comment l'édifice était construit, quelle phase il a subi, les dater, les interpréter. Il y a toute une partie qui est consacrée à l'identification des restaurations modernes, qui dans les années 30 n'étaient pas très, très soignées. Donc Thérèse vous a montré ce matin, vous a dit qu'il y avait des restaurations possibles, des édifices qui n'étaient pas toujours très bonnes. C'est le cas à Ostie, parce qu'ils restauraient avec les briques antiques, avec un mortier qui ressemble au mortier antique. Donc c'est impossible d'identifier ce qui est moderne de ce qui est antique. Donc c'est un peu du TOC, si vous voulez. Ostie, c'est la Disneyland moderne. Et donc une grosse partie du travail, c'est aussi identifier les restaurations, identifier ce qui est antique. Donc repartir de zéro et étudier cet édifice, vraiment de la base, pour en faire une restauration, une restitution. Et c'est là que je me suis un peu transformé en informaticien, infographiste, parce qu'il a fallu prendre toute cette masse de données et la rendre plus parlante pour les scientifiques et aussi pour un public qui pourrait visiter les ruines et qui se dit oui, mais qu'est-ce que c'est ce que j'ai devant les yeux? Et donc il a fallu faire toute une documentation graphique importante, des photos, des orthophotographies, pour vraiment faire, c'est-à-dire des photos, si vous voulez, de grand angle, mais où tout est des photos mesurées, si vous voulez. Donc pour que chaque mur soit vraiment classifié, étudié au mieux, et des restitutions 3D, vu que c'est la mode aujourd'hui. Et donc j'ai essayé tout seul de faire une petite restitution comme ça, vu que c'est ça qui parle aujourd'hui, c'est de faire des choses qui sont imposantes et que les gens peuvent apprécier, même les spectateurs qui n'ont pas aucune connaissance archéologique ou quoi. Et donc c'est ça aussi une partie de la thèse, c'est de montrer la médiation, comment faire un peu, faire comprendre ces vestiges. Je sens que je suis en train de parler un peu trop, donc je passe au deuxième volet du travail, qui est non moins important et au contraire bien plus de longue haleine, puisque c'est la suite de mon mémoire, qui est l'étude des peintures fragmentaires, des fresques, qui ont été trouvées dans les fouilles de cet édifice-là, dans les années 70. Ils ont fouillé, ils ont creusé. En général, la céramique était toujours gardée parce qu'elle permet de dater les couches, etc. Mais ils ont trouvé des milliers et des milliers de fragments de fresques. Donc vous savez que presque tous les édifices romains étaient peints de fresques. Les Pompéi, elles sont entières. Là aussi, non. Au moins pas pour ces périodes. Elles le sont après. Mais pour les périodes républicaines et du début de l'Empire, elles sont en état de fragments. Et personne ne s'est jamais intéressé aux fragments. Ça fait seulement une vingtaine d'années maintenant que, faute de mieux, on s'est penché sur les fragments de peinture et on s'est rendu compte que c'est en réalité une mine d'informations gigantesque. Et donc ces fragments étaient jetés dans les dépôts archéologiques du site, dans des caisses pleines de terre, personne ne les avait jamais regardés. Moi si, et donc j'ai commencé à les nettoyer,
et à faire du puzzle, en gros, à les remettre ensemble pour restituer un peu. Donc pour restituer ces décorations. Et là aussi, on devient un peu dessinateur, parce qu'à partir de tout petits fragments, il faut restituer la décoration en entier. Bon, ça ne s'improvise pas et ça ne se fait pas si simplement. Il y a tous des critères à respecter. Il faut regarder le revers des fragments, la pâte, les mortiers, comment les peintures ont été faites. Regarder la décoration, donc on devient historien de l'art, forcément, parce qu'il faut connaître la peinture antique. On a les modèles entiers de Pompéi, et donc il faut se référer à ces modèles parce que la peinture romaine n'est pas si... Elle est originale, mais n'est pas si étrange que ça, et donc il y a des règles, des canevas qui sont respectés. Et en ayant les tout petits bouts, on peut rentrer dans ce canevas et proposer des restitutions parfois très complètes. Là, c'est toute une paroi que j'ai réussi à restituer à partir de tout petits fragments. Et ça aussi, c'est un enjeu, c'est de redonner vie à ces fragments qui peut-être sont un peu dévalorisés. Dans les musées, vous en voyez très peu, et si vous les voyez, il n'y aura aucune valorisation faite. Et donc, c'est aussi un des enjeux de ce travail, qui veut faire une étude artistique de la peinture, parce qu'on a très peu de peinture de cette période-là, mais aussi une étude archéologique. Et donc, c'est de tirer le plus d'informations possible de ces fragments au niveau de la technique qui a été utilisée, au niveau des schémas, des motifs représentés. Et donc, il y a toute une partie archéométrique aussi qui est en train de se faire. On a des collaborations avec Florence, parce que je ne suis pas tout seul pour étudier les peintures, chacun a son petit lot de caisses. Donc on a un groupe de recherche où tout le monde travaille sur différents contextes, on a mis tout en commun. Et en faisant ces analyses sur les peintures, on peut identifier les pigments qui ont été utilisés, les matériaux, et on arrive vraiment à des résultats très impressionnants. Parce qu'on a réussi, juste sur la base de ces analyses, à voir que c'est un seul atelier qui travaille aussi de manière contemporaine à différents endroits de la ville, et qui utilise les mêmes pigments, avec les mêmes matériaux, les mêmes schémas. Donc voilà, j'ai été vite, je vous ai donné beaucoup d'informations, vous êtes un peu bombardés, mais c'est pour vous montrer comment même en étudiant juste un petit édifice, on peut en réalité approfondir, et il y a énormément de données qui peuvent ressortir d'une petite étude de cas, mais qui est utile pour le développement qu'elle peut avoir intrinsèquement pour la connaissance du développement de la ville, ou de la connaissance de l'histoire de l'art, de la peinture antique, mais aussi qui est intéressante pour établir justement ce modèle méthodologique d'étude. Et c'est le début d'un travail de longue haleine, donc il faudrait faire ça partout dans la ville et ailleurs. Donc voilà, j'espère ne pas trop vous avoir assommé. Merci.